Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce petit épisode de Kickstarter sur un Hornet dans lequel je te présente la discrète boîte Isofarian Guard. Et Isofarian Guard qui est un jeu coopératif particulier parce qu'il ne se joue spécifiquement qu'à 2 joueurs. Il n'y a pas assez de personnages pour jouer à 3 puis à 4. Fait que Isofarian Guard, c'est un jeu coopératif de campagne. Il y a 5 campagnes dans le jeu. Chaque campagne vient avec 2 personnages spécifiques qu'on va séparer. Ils se jouent très bien solo ou à 2. Donc, c'est un jeu principalement d'exploration narratif, avec beaucoup d'artisanat où tu vas avoir à développer tes équipements, développer tes objets. Et sa mécanique principale, c'est du backbuilding. Donc, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. C'est un jeu de Sky Kingdom Games qui a fait Dungeons of Infinity. Je l'attendais beaucoup. Il est arrivé récemment. J'ai joué beaucoup dans les 2 dernières semaines. Fait que maintenant, je te résume comment on installe ça, comment on y joue, grosso modo. Puis je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place, il va falloir les préparer les personnages qu'on va utiliser pour cette aventure. Chaque campagne vient avec 2 personnages spécifiques, sauf la 5e, que je vais vous laisser découvrir. Fait que dans la première campagne, par exemple, on va nous installer au début, on va nous expliquer, dis-je, au début de la campagne, la mise en place de chacun des personnages. Là, on va voir Grégory, fait qu'on a un nombre de jetons qu'on va avoir dans le sac, ses cartes d'habileté de départ, ses caractéristiques de départ, son équipement de départ. Là, je suis un petit peu plus loin dans la campagne, fait qu'on n'aura pas les vraies caractéristiques comme vous allez avoir quand vous allez commencer. Mais pour les résumer, on va avoir ses points de vie qui vont commencer à 20 puis qui peuvent aller jusqu'à un maximum de 30 si on s'améliore avec l'expérience, sa valeur en attaque, sa valeur en défense. Ces différents endroits pour avoir ces cartes d'équipement, par exemple une armure qu'on va trouver plus tard ici. Chaque équipement ou certains équipements vont avoir des places pour y insérer des espèces de gemmes précieuses, des espèces de joyaux. Fait que lui, par exemple, il y a ces 2 joyaux-là qui sont dans cette pièce d'équipement-là qui vont donner divers bonus. Fait qu'on va aller placer ça. On a un certain nombre de cubes d'action qui vont commencer la partie, qui sont ces caractéristiques-là. Fait qu'on va avoir à faire la mise en place pour chacun des personnages. Ce plateau-là est la suite du plateau de personnages. Donc, c'est le plateau sur lequel on va avoir les habiletés du joueur. On va s'assurer que chacune des habiletés, on les met sur le côté P pour le début de chaque combat, qui est le primary de chacune des cartes. Il y a un côté secondary, le côté S, sur lequel on va venir. Si on a des soulstones, fait que les espèces de pierres précieuses, magiques du jeu, on va se les placer là-dedans aussi. On voit qu'on a un maximum de 6 cartes qui peuvent être actives en même temps. Si on a des pierres spécifiques, on va aller chercher un petit cristal qui est associé à la pierre de la même couleur, qu'on va les placer dans la case à la gauche, en dessous de chacune des cartes. Tout dit en passant, ça n'a pas d'importance là, comment on a placé ça. J'aurais très bien pu placer ça comme ça. On organise ça comme on le veut pour s'organiser et se retrouver facilement. Et la dernière chose qu'on va placer pour chacun des joueurs, c'est son sac. C'est un backbuilding, fait qu'il va avoir son sac dans lequel on va aller mettre ses différents jetons. Dans le cas de Grégory, il va commencer avec 3 jetons d'attaque comme ça. Et il va commencer avec 2 jetons de défense comme ça, noirs à l'intérieur de son sac. Il va également avoir 2 roulettes comme ça à préparer, qui sont, la première roulette c'est le Lux, comme ça, qui est l'expérience. On a une deuxième roulette qui sont les Seals, qui sont l'argent qu'on va avoir en cours de campagne. Ce sont des ressources communes, n'appartiennent pas spécifiquement à un des 2 joueurs, qui sont partagées entre les joueurs. Un autre élément que tu vas avoir placé, c'est les différents decks événements qu'il va y avoir dans le jeu. Tu as 3 decks de cartes événements qu'on peut reconnaître grâce à la couleur qu'on retrouve en bas à droite. Par exemple, le deck bleu, juste ici, on a un deck jaune comme ça et on a un deck rouge. Tu vas aller brasser les 3 decks, les garder pas loin de la zone de jeu. Tu vas en avoir besoin pendant la partie. Et on va avoir une carte d'Isophare. Encore une fois, c'est le scénario, la campagne qu'on joue qui va nous indiquer sur quelle note, donc sur quelle case commencer. On voit que chacun des espaces est numéroté, fait que correspond à un endroit spécifique de la map d'Isophare. En début de campagne, on va commencer juste avec un jeton pour représenter notre personnage qui se promène sur la map. Éventuellement, le 2e personnage va nous rejoindre et on va donc se retrouver avec une figurine qui va se promener sur la map d'un node à l'autre comme ça.
Et une fois qu'on va avoir placé ça, la campagne, selon la campagne qu'elle nous dit, elle peut nous demander de placer des points d'intérêt, fait des espèces de parchemins comme ça. Elle peut nous demander de placer le jeton de caravane, qui est un endroit où on peut aller faire diverses quêtes. Il y a les quêtes secondaires qui vont être dénotées avec ce jeton-là, juste ici. Fait qu'on va aller placer ces trucs-là tels qu'indiqués dans le guide de campagne, puis ensuite on va être pas mal prêt à commencer une première campagne. Je t'avertis, c'est un jeu qui a quand même pas mal de stock, fait que garde toujours pas loin le livre de règles pour pouvoir vérifier des points, mais surtout le livre de référence où tu vas avoir des points de règles très précis. Tu vas avoir besoin de ton livret de campagne, évidemment, pour avoir la narration de ce que tu es en train de faire. Dans chaque campagne, tu vas avoir des quêtes alternatives, des quêtes secondaires. Tu vas donc avoir besoin d'un livret de quêtes pour gérer ça. Et tu vas avoir un paquet d'index différents sur qu'est-ce que tu peux trouver dans les villes, les différents forgerons, etc. C'est un jeu que tu as besoin quand même d'un bon espace pour jouer, comme tu peux le constater. Fait que tu vas avoir besoin de tous ces livrets-là pour être capable de bien avancer dans le jeu. On a même une petite table de référence pour tous les icônes spécifiques que tu vas retrouver parmi les jetons. Donc, commençons un peu par résumer un peu le flow général du jeu. Le principe, c'est évidemment qu'on va poursuivre une histoire, donc on va suivre tout ça dans le guide de campagne. Le guide de campagne va nous indiquer d'aller placer ce jeton-là à différents endroits et quand on va rejoindre ce jeton-là, on va faire progresser la quête principale. Par contre, c'est un jeu extrêmement ouvert. Tu vas donc faire ce que tu veux à peu près dans l'ordre que tu veux. Le principe général, c'est qu'on va se déplacer sur cette carte-là. Au fur et à mesure qu'on se déplace, on va traverser les différents nodes, les différentes cases numérotées que tu vois un peu partout. Chaque couleur de case est associée à un type de rencontre qu'on peut faire dans cet endroit-là. Les cases jaunes vont mener potentiellement à des combats dans lesquels on va pouvoir ramasser des ressources. Les cases oranges mènent à des villes, des lieux qu'on va pouvoir explorer, des cavernes, des trucs comme ça. Les cases rouges sont impassables. Les cases vertes, c'est des cases où on peut récolter divers types de ressources. Et il y a les cases bleues sur lesquelles on va pouvoir se déplacer en bateau, car évidemment, nous aurons le dit bateau. Fait que, il va y avoir une grande phase où on va se déplacer sur cette map-là, aller chercher des ressources, aller visiter les différentes villes pour aller acheter l'équipement, des trucs comme ça. Et de temps en temps, très régulièrement en fait, quand je dis de temps en temps, c'est tout le temps, on va se retrouver dans des situations de combat où là, on va aller sur les plateaux de joueurs personnels que j'ai déjà montrés pour tenter de résoudre ce combat-là. Fait qu'on va expliquer ces deux phases de jeu-là. Je vais commencer par expliquer la phase d'exploration, comment elle fonctionne, puis ensuite, je vais expliquer quand il y a un combat, comment ça fonctionne. D'abord, le déplacement pendant la phase d'exploration. La campagne va m'avoir demandé d'aller préparer un deck, un sac, dis-je, un deck, je suis pas habitué, un sac d'événements comme ça dans lequel il va m'avoir demandé de mettre des jetons spécifiques dans ce sac-là. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Quand on va se déplacer sur la map, on va avoir à tirer souvent des jetons dans ce sac-là. En fait, à chaque fois qu'on arrive sur une case qui est jaune ou beige, une case par exemple de cette couleur-ci, on va avoir à piger un jeton de ce sac-là. Par exemple, si je suis sur la case 78, juste ici, et je dis, ben tiens, dans ma phase d'exploration, je m'en vais juste ici, on va piger un jeton dans ce sac-là, et dépendamment du jeton que je pige, il peut se passer deux choses. Premièrement, si on pige l'un des crowns, il y a un jeton à 1 crown, il y a un jeton à 2 crowns, il y a également un jeton à 3 crowns, ça va déclencher un combat. Fait que si je me déplace sur la case 77, je pige mon jeton pour savoir qu'est-ce qui se passe comme événement, je pige le 2 crowns, ça déclenche un combat. Comment je fais pour savoir c'est quoi le combat? Bien, je vais aller voir dans mon livret d'index. Je vais aller voir selon la campagne que je suis en train de faire. Disons que je suis en train de faire le chapitre 2 de la campagne. Je vais aller voir la case où je me trouve. Je suis à la case 77 qui est juste ici. Bien, on me dit que le 2 crowns, on le voit en haut, c'est séparé 1 crown, 2 crowns, 3 crowns. Le 2 crowns, bien, je vais affronter un Clayhorn. Si le monstre est en rouge ou l'ennemi est en rouge, ça veut dire que c'est une embuscade. Ça, je vais y revenir quand je vais expliquer le combat plus en détail. Mais les combats les déclenchements de combats vont commencer comme ça. Fait que c'est vraiment le feeling jeu vidéo de se promener puis de pouvoir avoir potentiellement des combats qui me sortent d'en face à chaque fois que je me déplace d'une case. Si je gagne ce combat-là puis je me redéplace ici, les jetons sont toujours remis entièrement dans le sac. Fait que je vais repiger un autre jeton. Puis là, disons, on voit j'ai pigé un crown. Fait que je me retourne cette fois-ci à la même place. Mais là, je vais aller voir la case 76. Je me fais attaquer par un Plains Strider. C'est encore une embuscade.
Et c'est comme ça que les combats vont se déclencher. Fait que ça, c'est pour toutes les cases, tous les cercles là, qui sont jaunes. L'autre possibilité, quand je me déplace, toujours par exemple sur la case 67, c'est qu'à la place de piger un crown et donc de déclencher un combat, je peux piger un jeton événement, qui est le petit jeton de combat comme ça ici. Quand on pige un jeton d'événement, on va aller vérifier dans quel type de région on est. On a un petit tableau ici pour nous le rappeler. Fait que par exemple, si je suis dans la zone 1 à 23, je vais être dans les montagnes. 24 à 67, je serai dans les plaines. Les plaines, c'est le deck de cartes événements jaune. Les decks de cartes événements, ceux que j'ai placés en début de partie. Quand on déclenche un événement ou quand on arrive sur une case d'événement et qu'on pige un jeton de compas, on va aller placer un cube rose sur la pile de cartes événements de la couleur associée à la région où on est. Dans mon cas, les couleurs, le deck d'événements jaune. Si après avoir posé mon cube, j'ai 3 jetons dessus, je peux, comme rencontre pendant ma phase d'exploration, déclencher l'événement, fait que lire la carte, faire le choix, choisir quelque chose par rapport à la décision que la carte me propose, par rapport à l'aventure que la carte me propose, virer la carte de bord et aller voir la conclusion, la conséquence de la décision que j'ai prise. Si j'ai moins de 3 cubes dessus, comme c'est mon cas, parce que c'est le premier cube que je mets, ben là j'ai 2 options. Soit je déclenche un combat sur la case où je me trouve, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui décide quel combat. Fait que comme je suis sur la case 77, je pourrais décider n'importe quel des 3 combats qui est ici. Soit ben, il se passe tout simplement rien, puis je continue mon chemin. Fait que je pourrais faire une autre phase d'exploration, m'en aller là, peut-être que je repige un autre combat, donc j'ajoute un deuxième cube ici. Je peux faire un combat de mon choix contre n'importe quel des monstres qui est associé à la case 76. Si j'arrive éventuellement au 3e cube de la même zone, si je me redéplace là et je repige un autre cube d'événement par exemple, ben là j'ai une 3e option, soit il se passe rien, soit j'ai un combat contre un monstre de mon choix, soit je résous la carte événement vu qu'elle est rendue à 3 cubes roses dessus. Fait que ça résume les déplacements, qu'est-ce qui va se passer quand je suis pour toutes les cases jaunes. Soit on fait avancer un événement, soit il y a un combat qui se déclenche. L'autre case de couleur que je peux croiser, c'est les cases de couleur orange foncé comme ça. Si j'avais commencé mon tour juste ici, par exemple, et je disais je me déplace vers la case 85, je rentre dans la ville de Rasdor. Ces cases-là indiquent qu'on arrive dans des lieux qui correspondent à des minimaps. Fait qu'on va sortir la minimap du lieu en question, on va se placer sur la case 95, et ensuite on peut gratuitement se déplacer sur n'importe quelle case qui est ici. Les cases vertes, et c'est la même chose pour la grande map, les cases vertes, dis-je, sont des zones sauf, des zones sécuritaires. Donc, on ne pigera jamais de jetons événements si on va se déplacer sur ces dites cases-là. La grande majorité des cases dans les lieux qu'on explore comme ça sont vertes, donc on va pouvoir se promener. On voit également qu'il y a plusieurs de ces cases-là qui sont associées à des icônes spécifiques. Ces icônes-là sont associées à différents lieux qu'on va pouvoir visiter à l'intérieur de cette ville-là. Et dans le livre d'index, on va avoir un chapitre spécifique à cette ville-là. Fait que, par exemple, dans le chapitre de Rasdor, ben, on voit que si je vais voir le blacksmith, j'ai différents équipements que je peux acheter. On va avoir un coût associé à l'équipement, des matériaux que je dois donner. Fait que si j'ai de l'or, des écailles, de l'argent, je dois donner de l'argent. Également des cils. Ici, je vais donner de l'agate, des morceaux de carapace, etc. Puis je peux aller chercher des équipements en échange. Dans la ville, on va avoir différents bounties, là, des espèces de quêtes qu'on va pouvoir aller faire. Fait qu'on peut littéralement aller cocher cette case-là, dire j'entame cette quête-là. Fait qu'on voit que cette quête-là, ben, je dois aller quelque part spécifiquement. Fait que dans le Guild District de Rasdor, je vais affronter ces ennemis-là. Ils ont telle amélioration, et si je les bats, ben, je gagne le bonus qui est ici. Ça, c'est des quêtes qu'on peut faire dans la campagne 1, dans la campagne 2, quand on va retourner à Rasdor. Ben, ici, dans les slums de Rasdor, j'ai un groupe d'ennemis à affronter. Si je réussis à les affronter, je gagne les bonus qui est ici, et on voit qu'il y en a pour toutes les campagnes du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Rasdor? Ben, j'ai le marché qu'on va pouvoir aller visiter. Le marché, je vais avoir des potions, des matériaux que je vais pouvoir acheter ou vendre si j'y vais. Et j'ai passé par-dessus, mais à l'inn, à l'auberge, évidemment, on a un coût qu'on peut payer pour aller se guérir de tous nos points de vie. Parce que dans ce jeu-là, tes points de vie ne reviennent pas seuls entre les combats. Tu dois aller dans des inns pour les récupérer. Fait que voici le coût de l'inn de Rasdor pour savoir combien ça coûte. Et chacune des villes du jeu, on voit ici la ville de Ryba, va offrir du stock différent. C'est pas les mêmes équipements, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes quêtes qu'on va avoir si on va dans l'inn, c'est pas les mêmes ressources qu'on va pouvoir acheter. Fait que chacune des villes du jeu, chacun des espaces qu'on va pouvoir visiter dans le jeu est associé avec différents tableaux, différentes ressources, différents trucs qu'on va pouvoir aller acheter ou vendre dans ces endroits-là.
Une autre case qu'on va pouvoir visiter, si on s'y retrouve, c'est les cases vertes comme ça ici, qui sont des endroits sûrs. Et s'il y a un petit symbole comme ça, le symbole de hache, ou un petit symbole de récolte de métal, fait que le petit symbole de pioche, on va pouvoir aller récolter des ressources à cet endroit-là si on a l'outil approprié. Fait que la hache dans ce cas-ci ou la pioche pour l'autre. Le type de ressources qu'on va pouvoir récolter, ben, c'est encore une fois indiqué dans l'index. On voit ici que ça, c'est la case 86. À la case 86, ben, je vais pouvoir récolter du pine, fait qu'un type de bois, du pin, que je vais pouvoir aller chercher. Si j'en prends, ben, je vais aller chercher les cartes de pin. On va aller voir les cartes de pin. Il y en a deux. Il y en a une qui est numérotée 1 ou 2. Il y en a une qui est numérotée 3 ou 4. On va aller prendre le maximum qu'on peut prendre quand c'est le cas. Fait que je vais aller prendre cette carte-là 4, puis je vais la mettre dans l'une de mes cases équipement, les items que je traîne. Fait que je vais avoir été bûcher du bois pour pouvoir éventuellement aller dans une ville puis transformer ce bois-là pour me construire une ressource quelconque. Les deux dernières cases qui me restent à voir, c'est les cases rouges qui sont ici, qui sont tout simplement infranchissables, fait qu'on peut pas traverser. Fait que si je suis là, je peux pas rentrer dans la forteresse qui est juste ici. Et les cases bleues qui permettent les déplacements en bateau. Une fois qu'on a le bateau, on commence pas avec. Mais si par exemple je suis ici, ben, je vais pouvoir me déplacer comme ça. Fait que me déplacer beaucoup plus rapidement en ayant le bateau si je l'ai. Puis un jeton comme ça de bateau si on préfère l'utiliser plutôt que la figurine. Je précise quand même qu'en plus de la quête principale, si on le souhaite, on a beaucoup de quêtes secondaires qu'on peut faire dans le livre de quêtes. Il y a deux types de quêtes secondaires qu'on peut faire. D'abord, il y a ce qu'on appelle les bonnes vieilles side quests qui sont associés à chacun des chapitres. Fait que dans la campagne 1, chapitre 2, ça c'est les différents side quests qu'on peut faire. On m'indique où je dois aller pour commencer le side quest, à quelle page du livre je me rends. Fait que si je me ramasse dans la ville de Stropha, dans le skill de Square, je pourrais aller à la page 10, je vais avoir une narration à lire. La narration, à la fin de la narration, on va me dire d'aller placer un jeton sur une case particulière du jeu. Et ensuite, je vais pouvoir continuer cette quête secondaire-là et tenter de la mener jusqu'au bout, ce qui va me donner invariablement divers bonus. Il y a également un deuxième type de side quest, et là, comme vous le voyez, il y en a pas mal. Et il y a un deuxième type de side quest qui sont les quêtes de caravane. Les quêtes de caravane, ben, en début de chapitre, on va m'avoir demandé d'aller placer le jeton de caravane quelque part sur le plateau. Et dans chaque chapitre de la campagne, on va pouvoir se rendre à la case de la caravane et entamer sa quête. On voit la quête est en combien de parties. Et le principe est le même. Une fois qu'on va l'avoir commencé, ils vont me demander de faire quelque chose. Il y a de la narration. Une fois que je l'ai fait, le jeton va potentiellement se déplacer. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Et ça m'amène, encore une fois, invariablement, à une récompense. On peut également aussi tout simplement continuer l'histoire principale. De temps en temps, c'est ce qu'il faut faire. Pour le faire, il va falloir rejoindre le jeton comme ça de parchemin, peu importe il est où sur le plateau de jeu. Et ça va nous indiquer dans notre guide de campagne, dans le livret de campagne, un passage à aller lire. Ça va nous indiquer comment faire pour faire progresser l'histoire, potentiellement déclencher des combats. Fait qu'on va continuer à rouler comme ça. Très rapidement dans la campagne, tu vas débloquer la zone de Fort Istra qui est en bas à gauche sur le plateau. Là, je l'ai vidé complètement, mais Fort Istra, ça va être ta base, ton quartier général. Éventuellement, tu vas pouvoir construire des bâtiments dedans et aller littéralement planter des morceaux de carton à l'intérieur de la base et pourquoi pas les améliorer puis virer ton morceau de carton de l'autre côté. Fait que comme tu le vois, il va y avoir différentes choses que tu vas pouvoir construire. Tu peux laisser à Fort Istra autant d'équipements que tu le veux. Tu as des fiches papier que tu peux imprimer pour aller écrire, pour pouvoir retourner les cartes équipement dans la boîte ou les cartes de ressources que tu pourrais avoir. Tu peux donc les défausser, écrire sur une fiche papier qu'est-ce que tu laisses à Fort Istra et remettre les cartes de ressources dans la boîte te permettant d'aller en chercher davantage. Fort Istra, je vais te laisser découvrir comment il fonctionne si jamais tu joues au jeu un jour, mais grosso modo, tu as plein de bonus différents, de trucs que tu peux aller construire. Tu peux aller construire des centres d'entraînement pour pouvoir aller chercher des nouvelles habiletés. Tu peux te construire un blacksmith pour aller chercher l'équipement spécial, des baraques pour avoir une zone pour te guérir, etc., etc., des potions, d'apothicaire. Tu as plein de petits trucs que tu peux aller construire. C'est pas super long à gérer, mais ça t'ouvre quand même pas mal d'options. Et, encore une fois, à l'intérieur du livre d'index, tu as tout un chapitre sur Fort Istra, avec tous les trucs que tu peux débloquer à l'intérieur du bâtiment, les choses que tu peux construire, les bonus que tu peux aller chercher, etc. Et tu as des fiches comme ça que tu peux imprimer pour laisser des indications sur les ressources que tu as laissées dans ta forteresse.
Maintenant, que se passe-t-il quand on déclenche un combat? Ben là, on l'a déjà vu, les combats peuvent se déclencher soit par un événement narratif, soit parce que je me promène sur la map et j'ai pigé des jetons de crâne. Quand je pige le jeton de crâne, c'est le livret d'index qui va me dire contre quel ennemi que je vais me battre. Disons que, pour faire un exemple, j'affronte un brigand comme ça ici. On voit que il y a différents niveaux de difficulté. C'est le livret qui va m'indiquer le nombre d'étoiles. Fait que je peux avoir des 1, 2 ou 3 étoiles. Et il va m'indiquer dans quelle position le mettre. On va avoir différents plateaux d'ennemis comme ça ici. 1, 2, juste au-dessus, on a le 3, 4 que je ne montrerai pas trop dans la vidéo. Et il va me dire, par exemple, il va le placer dans le plateau 1. La seule chose qui est importante pour l'instant, c'est de se rappeler qu'on doit éliminer tous les ennemis qui sont dans les plateaux 1 et 2 avant de pouvoir commencer à affronter les ennemis qui sont dans les plateaux 3 et 4. Fait que s'il me demande de placer des ennemis dans les plateaux 1 et 3, il va falloir que j'élimine lui avant de commencer à tapocher lui. Dans mon cas, je n'aurai que mon brigand. Fait que je vais donc aller placer sa carte d'identification. Ici, chaque personnage, chaque ennemi vient avec un deck de 8 cartes d'intelligence artificielle qu'on va aller placer ici en se gardant une place sur sa défausse. La carte va me donner les caractéristiques de l'ennemi. Fait que lui, par exemple, il y a 2 d'attaque, 2 de défense, 2 cubes d'action, 10 points de vie. On va se servir de ces cubes-là pour indiquer ses caractéristiques. Fait que j'ai un 2 d'attaque, 2 de défense, et on se rappelait qu'il y avait 2 cubes d'action. Les cubes d'action, on va les mettre juste ici. La mise en place de l'ennemi est faite. Moi, on va s'assurer qu'avant que le combat commence, toutes mes cartes sont du côté P. Là, évidemment, je ne suis pas en début de partie. En début de partie, on va avoir moins de cartes que ça sur son plateau. Et on va avoir les mêmes caractéristiques à la fin du combat précédent. Fait que si j'avais été blessé, puis j'avais perdu tout plein de points de vie, puis il ne m'en restait que 16, mais je commencerai également ce combat-là à 16. Dans mon cas, j'étais à 21, ce qui n'est pas son maximum actuel. Fait que comment fonctionne le combat? Une fois qu'on est prêt, une fois qu'on est seté, c'est un jeu très tactique. Le combat est quand même assez simple. On va suivre certaines étapes qui sont d'ailleurs résumées juste ici dans le livret d'instructions. Première étape, on va s'assurer de vérifier si on a des équipements qui se déclenchent en début de combat. Par exemple, si j'ai cet accessoire d'équipé, je le reconnais à l'icône d'accessoire, on peut en avoir un chaque. Il me dit, au début d'une bataille, je vais ajouter un jeton dans mon sac. Fait que je vais aller ajouter le jeton qui a été demandé, je vais le mettre tout simplement dans mon sac. Là, vous avez remarqué qu'il est vert, on va revenir sur les couleurs de jetons dans quelques instants. Ensuite, si j'ai des jetons d'évasion, les jetons qui sont comme ça ici, on va les défausser, on va les ramener dans la réserve. On va choisir quelle garde s'active. Les joueurs vont jouer dans l'ordre qu'ils le veulent. Fait qu'on voit que j'ai mon deuxième garde qui est installé juste à côté. Dans mon cas, pour garder ça simple, on va jouer juste avec Grégory. De toute façon, j'ai mis un ennemi que je pense qu'il va être capable de s'armer pas mal tout seul. À ce moment-là, le garde va avoir sa première décision. Si son sac est vide, il va pouvoir prendre tous ses jetons qui sont dans sa défausse, qui sont juste ici, et les ramener à l'intérieur de son sac pour se préparer pour faire sa pige pour le tour en cours. Si son sac n'est pas vide, mais qu'il lui reste juste quelques jetons, il peut, s'il le veut, dépenser un point de vie pour prendre tous ses jetons qui sont dans sa défausse et les rajouter dans son sac avant de commencer à piger pour son tour. Très important, si son sac n'est pas vide et que pendant son tour de jeu, il commence à piger et que son sac se vide, il va arrêter de piger. C'est au début de son tour de jeu qu'on peut payer un point de vie pour remettre les jetons dans son sac. Puis c'est juste si au début de son tour de jeu que son sac est vide qu'il se remplit naturellement. Fait qu'on va avoir à payer des points de vie pour remplir son sac de temps en temps. Une fois que ça, on a pris cette décision-là, mais là, on va regarder le nombre de cubes d'action qu'on a de disponibles présentement. En début de partie, je n'en ai que 2. Et on va piger 2 jetons, un jeton par cube, en les pigeant un à un. Chose très importante, on va compter juste les jetons noirs quand on pige. Fait que, par exemple, on va essayer de se faire un exemple. Je pige ce jeton-là, on voit que lui, il a une bordure mauve. Fait que je vais le mettre dans ma réserve qui est juste ici, mais lui il ne comptera pas dans mes 2 jetons. Ce jeton-là me permet de me guérir d'un point de vie. Fait que je vais me guérir d'un point de vie. Je continue ma pige. Je pige un jeton noir, c'est le premier de mes 2 jetons. Je continue ma pige. Je pige un jeton vert. Il ne compte pas dans mes 2 jetons. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on atteint le bon nombre de jetons. Il va y avoir des jetons mauves qui peuvent être positifs ou négatifs. Il va y avoir des jetons verts qui vont être positifs. Il peut y avoir des jetons rouges qui sont négatifs. Ce qui est très important, c'est que sauf indication contraire, on pige jusqu'à temps qu'on ait pigé le nombre de jetons noirs qui est demandé par nos cubes. Parfois, on va avoir des cubes temporaire. Fait que si j'avais commencé mon tour de jeu avec un cube temporaire, il aurait fallu que je pige jusqu'à temps que j'ai 3 jetons noirs. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, j'aurais pigé ce jeton-là de plus. Quand on a fini de piger nos jetons en tant que tel, on est prêt à commencer notre tour.
Dans notre tour de jeu, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va se servir de nos jetons pour activer différentes habiletés. Ici, on va mettre tous les jetons qui ont un effet positif. Par exemple, je me suis guéri d'un point de vie et j'ai un jeton qui va augmenter de façon temporaire. Pour ce tour-ci, ma valeur en attaque de 1. Disons que pour mon exemple, j'ai également pigé un jeton négatif, un jeton qu'un ennemi m'a potentiellement donné, qui baisse ma défense de 1. Mais ça, je vais le mettre ici pour m'en rappeler. Les jetons restants, qu'ils soient verts ou qu'ils soient noirs ou qu'ils soient pourpres, vont me permettre d'activer différentes habiletés. Disons que dans mon exemple, si j'avais pigé également ça, je pourrais me servir de tout ce bassin-là d'action pour activer mes habiletés. J'ai également une attaque que je vais pouvoir faire une fois par tour avec mon arme. On va y revenir. Mais pour l'exemple, je vais mettre mon arme juste ici au lieu de la mettre sur ma carte équipement pour qu'on la voit. Donc allons-y. À chaque fois qu'on veut utiliser une carte, on va avoir deux coûts à payer. On va avoir le coût en pion, en jeton et le coût en cube d'action. Par exemple, si je veux activer l'habileté qui est juste ici ou l'habileté qui est juste là, par exemple, on dirait ici, je pourrais placer un bouclier sur cette activité-là et dépenser l'un de mes cubes d'action pour dire, je m'augmente ma défense de 1 pour le tour de jeu. Si on fait des modifications temporaires, on peut se servir de ces petits cubes-là. Fait que je pourrais faire, ma défense est augmentée de 1. Et on se rappelle que j'avais pigé un plus 1 d'attaque également. Fait que je pourrais le mettre comme ça pour m'en rappeler pour le tour. Fait que j'ai déjà fait une action. On voit qu'il me reste 2 cubes que je peux utiliser. Chaque héros va également avoir des petits mots-clés particuliers que je vais vous laisser découvrir qui vont se déclencher. Dans le cas de Grégory, son mot-clé principal, c'est le mot-clé Chain, qui indique qu'une fois que j'ai activé une carte, toutes les autres cartes que j'active par la suite vont déclencher également l'effet Chain. Par exemple, si j'utilise cette carte-là, on va dire ici j'utilise mon Adjust Stance, on voit qu'il ne demande pas de cube, fait que ça bouge pas. On me dit je peux flipper une carte qui n'est pas active. Flipper, ça veut dire que je prends la carte de mon choix et je la tourne. On voit que de l'autre côté, il va y avoir des habiletés supplémentaires. On me dit également, vu que j'ai déclenché l'effet Chain, que je vais gagner un cube vert. Je vais donc rajouter un cube vert à ma réserve, juste ici. Après avoir fait mon Chain, là, on voit qu'il me reste encore des jetons pour activer différentes habiletés. Je pourrais dire maintenant que j'ai tourné cette carte-là, mais pourquoi pas, je vais placer ces deux jetons-là juste ici, ou tiens, encore mieux, je vais aller activer une Soul Stone, une de mes pierres magiques. Les pierres magiques qui vont être identifiées avec des cristaux de la couleur de la pierre, quand on veut les activer, on va tout simplement prendre le cristal et le placer dessus. Lui, il me dit, je vais piger 2 jetons de mon sac. Fait que je vais retourner dans mon sac, puis je vais piger mes 2 jetons, un à la suite de l'autre. Fait que mon premier jeton et mon deuxième jeton. On voit que c'est un jeton vert, donc je continue à piger. C'est juste les noirs qui comptent pour ça. Comme j'ai pigé un autre jeton vert qui me donne un bonus, je vais aller le placer dans ma zone de bonus actif, ce qui fait que ma valeur en attaque vient encore une fois de monter de 1. Je peux aller l'indiquer avec un petit cube, encore une fois sur le plateau qui est juste à côté. Je me suis donc retrouvé avec ces jetons-là de plus parce que j'ai utilisé mon cristal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais utiliser cette habileté-là. Fait qu'elle me demande un épée et un bouclier. Fait que je vais prendre un épée et un bouclier. Je dépense un cube. Elle me dit que je peux baisser la défense de mon adversaire de 1 et je lui fais une attaque avec une valeur de plus 0. Quand on dit une attaque avec une valeur, on va tout simplement prendre la valeur de notre attaque actuellement. J'ai présentement une attaque de 7. Pour faire les dégâts à un ennemi, je vais faire 7, moins sa défense qui est juste ici, donc moins 2, je lui fais 5. J'ai réussi à y faire 5 à cet ennemi-là. Et mon tour n'est même pas fini. Comme il me reste des jetons, je pourrais continuer à activer différentes habiletés tant que j'ai encore des cubes pour les payer. Mais le principe général, c'est ça. Fait que par exemple, après, je pourrais activer ces 2 jetons-là. Ça me coûterait mes 2 cubes restants. On dit que je fais une attaque à plus 2. On se rappelle que j'avais 7 d'attaque plus 2, 9. Moins la défense de 2 de l'ennemi. Je ferais donc 7 de dégâts. Fait que je l'éliminerais. Déjà, ça n'aurait pas été un combat très difficile. Mais le concept est comme ça. Disons que j'affronte un ennemi qui est plus costaud. J'ai donc dépensé tous mes cubes. Il ne me reste que ça dans les mains. Vous pensez que je peux rien faire avec. C'est pas tout à fait vrai. Quand on a une arme qui est équipée, on peut toujours attaquer pour dépenser en dépensant une épée. Fait que simplement faire une attaque de base. Là, présentement, j'ai une attaque de 7. Comme je n'ai pas d'épée, on peut dépenser 2 symboles opposés à la place d'un symbole qui nous manque. Fait que je pourrais dépenser 2 boucliers pour faire une épée ou 2 épées pour faire un bouclier si j'en ai besoin. Dans mon cas, disons que je dépense 2 boucliers faire une épée, fait que je fais encore un set de dégâts à mon ennemi. Disons que j'ai affronté quelque chose de plus costaud. Et là, mon tour se terminerait.
Je vais laisser tous mes jetons sur les endroits où je l'ai placé. Je vais tout garder en zone. Je vais garder mes cristaux que j'ai utilisés. Si j'ai utilisé ce cristal-là également, je le mets sur sa carte. Et là, l'ennemi s'activerait à ce moment-là. Quand l'ennemi s'active, là, on comprend qu'il est mort, mais quand il s'active, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la première carte de son ennemi et on va suivre les indications sur sa carte. Lui, il va dire, je vais viser celui qui a le moins d'aggro. L'aggro, c'est le dernier à avoir attaqué qui l'a. Dans mon cas, il y a juste moi, fait que c'est moi qui en ai le moins. Ensuite, il me dit, il va me faire un skirmish, fait qu'il va dépenser un cube et il va m'attaquer à plus 2. Fait qu'à plus 2, lui, il a un 2 d'attaque, 2 plus 2, 4. Moi, j'ai présentement 3 de défense, fait qu'il me ferait 1 point de dégâts. Ensuite, on va regarder s'il lui reste des cubes. Il me dit qu'il va refaire skirmish pour chaque cube qu'il a, pour chaque autre brigand dans la bataille. Dans mon cas, il n'y a pas d'autres brigands, fait que son activation serait terminée. Et chacune de ces cartes va faire quelque chose de différent. Parfois, il va s'ajouter des cubes bleus de défense. Parfois, il va se guérir s'il lui reste pas assez de points de vie. Il peut gagner potentiellement lui aussi des cubes verts qu'il va pouvoir utiliser dans le reste du combat. Et il va continuer à rouler comme ça jusqu'à temps que je sois éliminé ou jusqu'à temps que moi j'ai réussi à l'éliminer. D'une façon ou d'une autre, à la fin du tour de jeu, une fois que tous les gardes se sont activés et que tous les ennemis se sont activés, si les gardes, soit dit en passant, jouent, une fois qu'on a 2 gardes, les 2 vont jouer avec les ennemis jouent, mais là on va défausser nos jetons. Tous les jetons noirs à la fin du tour s'en vont dans notre défausse qu'on va placer juste ici. Les jetons mauves vont également dans notre défausse, mais les jetons verts retournent dans la réserve générale, ainsi que les jetons rouges. Fait que ces jetons-là s'en vont complètement, on les retourne dans la réserve, on les a plus, il va falloir que j'en recrée d'une façon ou d'une autre. Et avant de recharger mes trucs, toutes les cartes que j'ai utilisées qui ont ce symbole-là, le symbole de tournée, on va les virer de bord. Fait que dans mon cas, moi j'ai utilisé les 4 cartes. Donc, ça va me permettre d'accéder à des habiletés différentes. Pas nécessairement plus puissantes ou plus faibles, mais différentes. Là, dans mon cas, ma machine de guerre vient de se placer pour pouvoir aller chercher plein de jetons qu'il va mettre dans des sacs. C'est justement cette habileté-là qui me permettait de mettre les jetons de bonus à l'attaque dans le sac, alors que cette habileté-là me permet de rajouter des épées vertes dans le sac, ainsi de suite. Les pierres utilisées, on va les ramener juste à droite ici. On ne pourra pas les utiliser au prochain tour. Puis à la fin du prochain tour, quand je vais faire mon refresh à la fin du tour, ces jetons-là vont se déplacer. Puis je vais pouvoir les réutiliser. Fait qu'on comprend qu'on peut les utiliser un tour sur 2. Fait qu'au début du tour suivant, là on voit que dans ma réserve, je suis rendu à 4 cubes. J'ai mes 2 cubes de base plus les 2 cubes verts que j'ai gagnés. C'est donc 4 jetons que je vais placer. Fait que là, ici, j'en pigerai juste un, parce que je compte pas, je compte juste les verts, fait qu'on continue à piger jusqu'à temps que j'ai mes 4 jetons noirs, puis une fois que j'ai mes 4 jetons noirs, je vais pouvoir amorcer mon tour de jeu. Et on continue comme ça jusqu'à temps que tous les ennemis soient morts ou tous les gardes soient éliminés. À la fin du combat, quand on tue un ennemi, on va gagner de l'expérience, on va gagner de l'argent, puis on peut gagner potentiellement un paquet de ressources. Là, si je suis un ours, je vais gagner sa peau, même chose pour les loups, des griffes, des épines, des écailles, des carapaces, etc. selon les ennemis qu'on va éliminer. D'une façon ou d'une autre, les cartes ennemies qu'on va éliminer, les cartes de loot, on va les placer dans ces cases-là, puis on va se traîner, on va pouvoir ramener ça à notre base, à notre forteresse principale ou dans des villes pour se forger, pour se fabriquer du nouvel équipement. Puis une fois que le combat est terminé, on peut poursuivre où on était rendu. Soit on était dans la phase, dans une phase d'exploration où on se promenait, soit on était dans une phase narrative. Très important, ce qui reste dans mon sac, ce qui est dans mon sac à la fin d'un combat reste dans mon sac. Fait que si j'ai pigé des jetons verts pendant le combat, les jetons verts vont être partis parce que je m'en suis servi. Mais si je me suis rajouté des jetons verts à la fin du combat puis que je les ai placés dans mon sac, ou si j'ai reçu des jetons mauves de poison, par exemple, ces jetons-là vont rester dans mon sac jusqu'à temps que je réussisse à m'en débarrasser, ou dans le cas des jetons verts, jusqu'à temps que je les utilise dans un combat ultérieur. À la fin d'un combat, on va également rendre tous les cubes verts qu'on va avoir gagnés pendant le combat, on les garde juste pendant une bataille. Si on avait des modificateurs, ils vont partir à la fin de chaque round, puis si évidemment il nous en reste à la fin de la partie, à la fin d'un combat, on va les perdre pour revenir à nos caractéristiques de base. Et ça fait pas mal le tour au terme des règles. Ce qui resterait à dire, c'est comment ton personnage s'améliore. Il y a beaucoup de façons. Premièrement, on va gagner des nouvelles cartes d'équipement qu'on va acheter avec l'expérience. Chaque joueur va avoir un tableau comme ça ici, une espèce de skill tree, un arbre de compétences qu'il va pouvoir aller chercher. On voit que chaque case a un certain nombre de points en dessous, ça indique le chapitre de la campagne. Fait que si on est dans le chapitre 1, par exemple, on peut aller chercher toutes ces compétences-là ici. Si on est dans le chapitre 2, on peut commencer à aller chercher celle-là ici. Dans le chapitre 3, on peut aller chercher cette ligne-là. Dans le chapitre 4, on peut aller toutes les chercher.
chercher. Dans le bas, il y a un coût en LOX qu'on doit dépenser pour aller acheter. Si on voit un plus, c'est une amélioration de caractéristique de base, fait que plus un point de vie, plus un point de vie, plus un point de vie. S'il n'y a pas de plus, c'est un jeton qu'on ajoute dans son sac. Donc, par exemple, dans cette case-là ici, on prendrait ce jeton-là qu'on rajoute dans son sac, ce qui fait que j'en gagnerais d'un à chaque fois que je vais le piger. Et comme il n'est pas noir, ben, il ne compte pas dans mes jetons que je pige. On a des nouvelles cartes d'habileté qu'on peut gagner, des nouvelles pierres magiques qu'on peut gagner, des jetons qu'on va mettre dans son sac, fait qu'il y a un paquet d'affaires différentes. On va également souvent gagner des cartes comme ça ici de pierres magiques. Ça fait quelques fois que j'en parle. Quand on gagne une carte de pierre magique, on va la tourner de bord et la carte vient avec une pierre spécifique. Fait que ça me donne une habileté que je peux utiliser et ça me donne une pierre spécifique que je vais devoir équiper sur l'une de mes cartes équipement. Par exemple, sur cette carte d'équipement-là, on voit qu'il y a 3 espaces pour aller chercher des pierres uniques. Fait que si je prends les différentes pierres que je vais avoir, j'ai un orichalcum, j'ai un adamant sur cette pierre-là, ben, de l'autre côté, ça va me dire c'est quoi les bonus qui sont associés à cette pierre-là. Fait qu'on voit que l'adamant me permet d'avoir un jeton à 2 boucliers dans mon sac, alors que l'orichalcum me permet d'avoir 2 jetons à 2 boucliers, 2 jetons à 2 épées dans mon sac. Et je sais qu'ils sont équipés présentement sur cette épée-là parce que c'est en dessous de cette carte-là que je les ai mises. Si je regardais par exemple sur un autre équipement que j'ai, ben là je peux avoir potentiellement 2 cartes qui me permettent d'avoir des jetons de régénération dans mon sac. Dans un autre équipement, un accessoire, mais je vais avoir l'espace pour aller chercher mon garnet. Fait que pour avoir cette pierre-là d'équiper, on comprend qu'il faut évidemment qu'elle soit équipée quelque part pour pouvoir s'en servir. Fait que ces espèces de pierres magiques-là vont me donner accès à des soulstones, des pierres spécifiques qui vont me permettre, elles, d'améliorer les jetons que je vais avoir dans mon sac et de me donner un paquet d'habiletés différentes. Alors voilà, c'était Isofarian Guard. Comme tu l'as vu, j'ai quand même passé rapidement sur les règles générales du jeu parce que c'est un jeu, somme toute, assez simple à jouer. Il y a beaucoup de petites choses qui vont venir en conflit que tu n'es pas certain, mais dans l'ensemble, c'est un jeu assez simple à jouer. Fait que si je commence comme d'habitude, je vais commencer avec les composantes que, à 2 exceptions près, je trouve vraiment très très bonnes. Le visuel du jeu, je le trouve très intéressant. C'est comme un monde un peu nordique, un univers nordique, probablement inspiré des Game of Thrones et compagnie. C'est également inspiré de Chip Theory Games parce que, mon Dieu, t'as des chips de poker de qualité. Là, c'est de niveau Chip Theory Games au niveau des jetons. Fait que c'est vraiment très satisfaisant l'aspect backbuilding du jeu. Les jetons, les cristaux, ça fonctionne bien. Ce que j'aime moins, la qualité des cartes que je trouve correcte, mais un peu flimsy. Pas nécessairement de super bonne qualité. Ils ont tendance à courber quand même pas mal pendant le jeu. Je vais peut-être être obligé de les sleever. J'aime bien les plateaux à double épaisseur qui permettent de bien placer tout son matériel. Puis les petites cartes carrées, là, fait que les petites cartes de ressources qu'on va avoir comme ça ici, je les trouve sympathiques, mais pas toujours nécessairement faciles à manipuler. Ce sont des très très petites cartes. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait au niveau des composantes. L'autre aspect, c'est le gameplay. Donc, les mécaniques de jeu. Est-ce que c'est intéressant? C'est un jeu qui est vraiment très particulier dans sa structure. Fait que c'est un jeu que tu vas faire une grande partie d'exploration, puis ils ont tenté, je pense, de vouloir vraiment reproduire le feeling des jeux à la Final Fantasy du temps, etc. Ou quand tu vas te déplacer sur la carte, tu as toujours une chance à chaque case que tu te déplaces qu'il y ait un combat qui se déclenche. Les combats sont quand même assez rapides, surtout quand tu atteins un certain niveau de puissance avec ton personnage puis que tu affrontes des ennemis qui sont un peu plus faibles. Les combats sont assez rapides. Par contre, je peux voir certaines personnes trouver que ça devient répétitif parce que tu te bats vraiment beaucoup à l'intérieur du jeu. Si la mécanique de combat, c'est quelque chose qui t'intéressait un peu moins ou tu t'allumes pas plus qu'il faut, tu vas probablement tu finirais par la trouver un peu tannante parce que tu en fais énormément. Par contre, si tu aimes beaucoup la mécanique de combat, fait que l'aspect backbuilding très tactique, tu vas te battre très souvent, donc tu vas pouvoir en profiter très souvent. C'est aussi un jeu qui va reposer beaucoup sur ce qu'on appelle, en termes de gamer, de jeux vidéo, du bon vieux grinding. Fait que tu vas avoir à te promener, à repérer quel ennemi laisse tomber quel matériau à quel endroit et aller tourner en rond un petit peu autour de cet endroit-là pour être capable de trouver les 2 morceaux de métaux que tu as pour pouvoir t'acheter une nouvelle armure, pour être capable de trouver les 4 morceaux de carapace que tu as besoin pour te construire tel objet, etc. C'est pas toutes les villes qui vendent tout non plus, fait que tu vas avoir à repérer avec le gigantesque livre d'index
OK, l'armure que j'ai besoin est dans telle ville, pour ça j'ai besoin de 4 bois, c'est à tel endroit, c'est à l'autre bout de la map, fait que je vais aller chercher mes 4 bois, je vais revenir dans la ville, je vais les échanger contre ce que j'ai besoin, je vais construire, je vais continuer à telle place. Ça te donne beaucoup, beaucoup de latitude sur ce que tu peux faire. Par contre, ça fait que tu vas avoir besoin de tourner en rond, battre des ennemis, aller chercher un peu de luck, un peu de seal, les ressources du jeu, aller chercher les différents matériaux dont tu as besoin pour construire des trucs. Le jeu est également très, très, très difficile dans les débuts de chapitre, parce que généralement, dans le fond, quand tu finis un chapitre, je finis le chapitre 1, tous les ennemis t'as 1 étoile. Dès qu'on commence le chapitre 2, tous les ennemis tombent à 2 étoiles. Et comme mes compétences du chapitre 2 je peux pas les acheter avant d'être rendu au chapitre 2, ben je peux être super fort au chapitre 1, mais il y a un plafond que j'atteins que je vais pouvoir le dépasser juste quand je vais arriver au chapitre 2, mais les ennemis vont tous être beaucoup plus forts que moi au début. Fait que les débuts de chapitre sont quand même assez difficiles, sont assez corsés, mais ça fait des expériences stratégiques au niveau du combat que je trouve très intéressantes. Si je reviens au combat en tant que tel, c'est vraiment l'aspect que je préfère dans le jeu. C'est très, très satisfaisant, très, très tactique, la façon dont le combat fonctionne. Je vais piger mon nombre de jetons. Qu'est-ce que je fais avec ces jetons-là pour ce tour-là? Est-ce que j'active telle habileté? Ensuite, j'active elle. Ça va me donner un bonus. Ça va me permettre de tourner telle carte en utilisant cette carte-là de l'autre côté. Ça me permet de piger d'autres jetons. Ça va faire que je vais pouvoir utiliser plus de trucs. Et les personnages ont des mécaniques de base différentes. Le deuxième personnage, Alec, il fonctionne pas avec l'effet de chain. Il fonctionne avec un autre effet. Lui, il a plein de potions différentes. Puis il va pouvoir augmenter la puissance de ses potions s'il lui consacre les ressources nécessaires. Au niveau mécanique, les deux personnages sont vraiment faits pour être équilibrés, complémentaires entre eux. Le deuxième personnage, Alex, c'est vraiment lui qui est plus... il va guérir, il va aider l'autre, il va donner des jetons, il va donner des bonus, il va permettre d'aller chercher des cubes supplémentaires. Puis le premier, Grégory, lui, va frapper puis il va encaisser. Fait que puis dans les autres campagnes, il y a le même esprit que les personnages, forcément, comme il y en a juste deux, sont faits pour bien cohabiter ensemble et pour que leurs habiletés sont complémentaires. Fait que j'ai trouvé que l'équilibre du jeu dans les combats était vraiment très très intéressant. Quand on affronte un monstre très difficile, on a l'impression qu'on s'en sortira pas, puis on trouve si je fais telle affaire, j'ai réussi à l'empoisonner, j'ai réussi à y faire un stun, ça va faire sauter une activation. Je vais faire exprès de l'attaquer avec Alec en début pour que ça soit Grégory qui est l'aggro pour la fin du combat. Des trucs comme ça, c'est un jeu très 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 tactique. Puis malgré la chance, parce que forcément on pige des jetons dans un sac, fait qu'on a un aspect de chance dans notre partie, malgré cette chance-là, on peut prévoir qu'est-ce qu'on va faire, on peut l'organiser. Fait que j'ai trouvé ça vraiment génial comment ça marche. Et il y a beaucoup d'ennemis différents. Il y en a une quarantaine de types d'ennemis différents. Là, chacun des séparateurs qu'on voit ici, je ne sais pas si on les voit bien, là, mais chacun des séparateurs, c'est un type d'ennemi différent. Chaque ennemi donne des ressources différentes, de l'expérience différente, des matériaux différents. Puis on a des decks de boss qui sont secrets qu'on va débloquer, que tu vas débloquer quand tu vas arriver à certains points des scénarios. Fait que vraiment très très bien réussi au niveau du combat. Au niveau de l'exploration, comme je dis, moi j'aime vraiment beaucoup ça pour l'instant. Je me demande si je vais finir par me lasser de l'aspect grind du jeu, de l'aspect répétitif des combats. Parce que littéralement, il peut y avoir des moments, comme je le disais tantôt, j'ai besoin de ces 3 ressources-là, mais sont à 10 cases de l'endroit où je me trouve, et chacune de ces cases-là peut déclencher un combat. Parfois très facile qui va prendre 30 secondes, parfois un peu plus long qui va prendre 3-4 minutes. Sauf qu'en même temps, c'est comme ça que tu fais ton expérience, c'est comme ça que tu fais tes ressources. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime pour l'instant, mais je pourrais voir quelqu'un qui dirait, moi, ça me tente pas d'avoir cet aspect répétitif-là. Ça m'a fait penser à un jeu, par exemple, comme Tainted Grail, où on était obligé de ramasser beaucoup les mêmes ressources avant d'être capable d'avancer. Par contre, le système de combat, je le trouve vraiment plus intéressant dans celui-là, puis c'est pour ça que, pour l'instant, je l'aime davantage. Le système d'amélioration des personnages, je le trouve également très intéressant. Je trouve ça le fun. Ça donne des choix difficiles parce que tu vas rapidement te ramasser avec plus que 6 cartes à placer, puis tu peux en garder juste 6 sur ton plateau personnel. Tu vas te ramasser avec plus de pierres magiques que ce que tu es capable d'avoir. Il va falloir que tu décides lesquelles tu vas équiper. Puis entre chaque phase de combat, tu peux changer ça à volonté. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu peux même te placer, tu sais, quand je me déplace sur ce node-là, je sais que je vais affronter probablement des gardes ou tel monstre, dépendamment de ce que je pige. Donc, je vais occuper telle habileté pour être capable de m'y préparer. Ça, je trouve ça fort intéressant. Je vais aussi ajouter dans ces plus que le jeu te donne une liberté totale dans qu'est-ce que tu veux faire. Il n'y a pas de pénalité comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu-là parce que je prends mon temps puis je ne vais pas la faire la quête principale. Tu veux faire toutes les quêtes secondaires, tu veux faire la quête de caravane, tu veux looter
toutes les cases du jeu pour aller chercher toutes les ressources pour les mettre au maximum et mettre ton bonhomme au maximum en dépensant toute l'expérience, qu'il y ait toutes les compétences qu'il a le droit d'acheter avant d'aller affronter le boss du chapitre, tu n'as aucune pénalité à pas le faire, ça va juste te prendre du temps. Si tu veux foncer comme un guépard pour aller affronter le boss du chapitre immédiatement, tu peux. Mais tout ce que tu vas faire d'autre, ça va te donner des bonus, ça va te permettre de débloquer différents avantages. Le livre de quêtes, il est plein de quêtes secondaires que tu peux faire. Chacune des villes a 2-3 quêtes secondaires que tu peux faire. Des objectifs, des espèces de bounty. Fait que tu as vraiment énormément de stock, puis il n'y a rien qui t'empêche de tout le faire. Tu n'es pas du tout limité dans le temps. Quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est un solide coup de cœur. J'ai hâte de voir, là, j'achève la première campagne, j'ai hâte de voir les autres campagnes, comment ça va aller, les autres personnages. J'ai commencé à regarder les personnages, comment ils fonctionnent, mais j'ai pas commencé leur aventure narrative. Évidemment, j'aime beaucoup tout l'aspect de craft, j'aime beaucoup la forteresse qu'on est en train de se construire dans le sud de la map, qui nous permet d'avoir différentes améliorations. Puis c'est une gestion qui est quand même relativement simple et rapide, la forteresse, j'apprécie. Puis j'aime beaucoup aussi le fait que les campagnes, c'est pas des campagnes qui se passent nécessairement une après l'autre, c'est des campagnes qui se passent en même temps, fait que la forteresse est accessible dans toutes les campagnes. Puis c'est que les gardes se séparent à différents endroits sur la map puis ils font différentes choses en même temps. Fait que ça, je trouve ça aussi fort sympathique, la façon que c'est construit. Donc moi, c'est clairement mon coup de cœur du mois actuel. Si vous allez le voir dans la prochaine vidéo coup de cœur de David, c'est sûr et certain. Et il va probablement être dans mes jeux de l'année à la fin de l'année. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ça, du beau matériel, un beau jeu d'exploration à monde ouvert avec beaucoup de combats, très tactique, beaucoup d'options pour personnaliser son personnage. Donc, mais sache-le, il y a quand même beaucoup de grind à l'intérieur du jeu et il est très difficile. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée de ce qu'était Isofarian Guard. Moi, je vais donc te souhaiter une excellente fin de journée. T'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité, dis-je. Fais attention à toi. Ciao.